Salut les bouseux! Pour aujourd'hui, je vous propose de parler de l'affaire Julien Bayou qui était sortie à l'automne dernier, l'automne 2022. Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts, qui a été accusé dans la presse de violence psychologique par une ex. On va donc sortir du petit monde de YouTube, Twitch, Internet en général, pour aller dans le monde réel de la vraie vie véritable, où les gens seront certainement beaucoup plus matures et raisonnables. Pour cette affaire, on va se reposer sur un article qui est censé être le plus complet. Ce sera l'article du site Reporter qui est sorti le 25 octobre 2022, rédigé par Lauriane Chollet et publié dans la catégorie enquête et violence sexiste. Donc on aura sûrement affaire à une enquête complète qui parlera de violence sexiste. Reporter s'est entretenu avec plusieurs femmes qui reprochent à Julien Bayou des violences psychologiques. Elles révèlent les blessures liées à leur relation avec l'ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. L'une des femmes interrogées, qui a fait 2 tentatives de suicide, évoque des violences psychologiques. Cette histoire de tentative de suicide a été évoquée également par Sandrine Rousseau, qui a largement mis en avant les témoignages, cette affaire-là. Et on comprend par le sous-entendu, par la façon dont c'est amené, on comprend qu'il y aurait un lien entre les tentatives de suicide et la relation avec Julien Bayou. Julien Bayou, donc, est présenté comme responsable de ces tentatives de suicide. On verra par la suite si c'est bien le cas. Une autre femme nous raconte sa violente dépression après sa relation avec Julien Bayou. D'autres encore, qui préfèrent rester anonymes, nous ont témoigné de leur malaise face à un homme qui leur semble instrumentaliser sa position dans un objectif de prédation. Alors, on a quand même des accusations graves, instrumentaliser sa position dans un objectif de prédation, toujours le terme de prédation, de prédateur qui revient toujours. On va bestialiser l'homme qui est accusé, ce n'est plus un être humain, c'est un prédateur, c'est un monstre. Et évidemment, on a l'emploi du conditionnel et du ressenti. Il leur semble, un homme qui leur semble instrumentaliser sa position. En début d'article, c'était une femme qui s'estime victime de violences psychologiques. Là encore, c'est récurrent, on est toujours dans le ressenti, l'estimation, l'a priori, ça me semble être comme ça. Car il ne s'agit pas d'une simple histoire privée de rupture malheureuse, cela révèle les mécanismes de domination à l'œuvre dans de nombreux couples. On fait donc de Julien Bayou une incarnation du patriarcat. On justifie de s'en prendre à un individu au prétexte de la critique sociale, au prétexte de critique de l'ensemble de la société, de critique du système. Il devient l'incarnation du patriarcat. Nous avons d'abord rencontré Agathe, l'ex-compagne de Julien Bayou, évoquée par Sandrine Rousseau dans l'émission C'est à vous le 19 septembre. Agathe a croisé Julien Bayou en début 2016, elle avait 7 ans de moins que lui et venait tout juste d'adhérer au Vert. Donc à l'époque, aujourd'hui il a 43 ans. En 2016, il avait donc 35 ans. Et donc 28 ans. Donc un homme de 35 ans et une femme de 28 ans, ce sont des adultes qui ont déjà du recul sur la vie. Donc la différence d'âge, qu'est-ce qu'elle implique? On s'en fout. Alors qu'elle l'annonçait sur Twitter, Julien Bayou lui a écrit un message privé pour lui proposer un verre. Bon, il est entreprenant, c'est pas intimide. À l'époque, il était en couple avec Jeanne, qu'il dénigrait et surnommait la Goudou refoulée, selon un courriel que nous avons pu consulter. Il explique également qu'il n'aimait pas Jeanne, qu'elle n'était pas la femme de sa vie, ni la future mère de ses enfants. Donc là, on remarquera que dans cette enquête, quand Julien Bayou dit une saloperie, c'est une saloperie de traiter sa copine de Goudou refoulée, c'est pas des choses à dire, mais c'est un courrier privé qui sert à montrer une image de lui quand même assez déplorable, ce qui est vrai, mais en même temps, bon, ça relève du privé quand même. Mais on remarquera surtout que la journaliste ici, elle vérifie bien les faits, elle vérifie le courrier quand il s'agit de savoir si oui ou non Julien Bayou a dit une saloperie en privé dans un courriel, elle vérifie. En août 2018, après 2 mois sans nouvelles, il lui annonce sa rupture avec Jeanne. Le mois suivant, il présenta Agathe à des amis du collectif Jeudi Noir comme sa chérie. Très rapidement, Agathe a eu l'impression de devenir folle. Il jouait avec ma mémoire, sur ce qu'il me disait, sur ce que j'avais entendu. Elle s'en ouvrit d'ailleurs à Julien Bayou dans divers SMS et courriels que nous avons pu consulter. Pendant un temps, poursuit Agathe, je me suis dit qu'il devait avoir un Alzheimer précoce. Mais petit à petit, c'est de mes souvenirs à moi, de ma réalité à moi, que je commençais à douter.
La jeune femme estime désormais avoir été mise sous emprise, carrément. Je supportais de moins en moins ces contradictions, j'essayais d'argumenter, d'expliquer en quoi telle situation me faisait souffrir, pourquoi je vivais telle autre situation, telle autre chose comme une humiliation. Alors, ce à quoi elle fait référence, ça s'appelle le gaslighting. Hein. Le gaslighting, c'est un procédé qui consiste à influencer, modifier les souvenirs des gens en leur rappelant des événements qui vont être à chaque fois légèrement modifiés. Les accusations de gaslighting, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les accusations d'emprise, de violence psychologique, mais le problème de ça, c'est que c'est très difficile à démontrer. Alors, ça existe, hein, mais comment faire les différences entre du gaslighting, donc un procédé qui consiste à influencer les souvenirs des gens, et le simple fait qu'on n'est pas d'accord, le simple fait qu'on a un point de vue différent. Peut-être que là, quand Agathe nous dit que j'avais des doutes sur mes souvenirs, hein, à force d'en discuter avec Julien Bayou, de parler d'événements qu'ils ont eu entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Ben, peut-être que tout simplement, ils avaient un point de vue différent. Je pense que ça nous arrive à tous, ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un point de vue différent de quelqu'un sur une situation qu'on a vécue en commun, et on se met à douter de ce qu'on a vraiment vécu. C'est pas pour autant qu'on est victime de manipulation. C'est juste que la mémoire, c'est pas ce qu'on a de plus fiable. Et peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on a raison, peut-être que c'est l'autre qui a des souvenirs déformés, peut-être que c'est nous, peut-être que c'est les deux d'ailleurs. Hein. Mais le fait est que c'est pas forcément du gaslighting là. Pire que ça, si ça se trouve, hein, il est aussi possible que ça soit elle en fait qui modifie les souvenirs sans s'en rendre compte. Et elle accuse Julien Bayou de le faire. Avec tout ça, avec les éléments qu'on a là, on ne sait pas. On ne peut pas savoir et on ne peut pas non plus accuser Julien Bayou d'être comme ça, une espèce de manipulateur qui va modifier les souvenirs d'Agathe, alors que si ça se trouve, l'explication la plus simple, c'est juste qu'ils ont un point de vue différent sur une même situation. Agathe explique qu'elle se heurtait systématiquement à de la froideur, à une absence de réponse et d'empathie de Julien Bayou, et que ce comportement incompréhensible, versatile et déstabilisant pouvait la plonger dans des scènes d'angoisse, de détresse ou de colère. Et face à l'absence de réponse, d'empathie, je partais de plus en plus vite au quart de tour, poursuit Agathe. Donc Agathe reconnaît qu'elle pouvait faire preuve au minimum de violence verbale à l'encontre de Julien Bayou, qu'elle justifie par le fait que Julien Bayou ne lui répondait pas. D'accord. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est elle qui est toxique là. Hein. Parce que oui, c'est l'absence de réponse, tout ça, c'est chiant, hein, mais ça ne justifie pas non plus de s'énerver en fait. Hein. Donc on comprend que là, elle se mettait en colère, hein, qu'elle devenait colérique, hein, comme elle le dit, elle partait de plus en plus vite au quart de tour, elle se mettait très rapidement en colère contre Julien Bayou. Et ceci en se justifiant, car toutes les personnes violentes se justifient de leur propre violence, hein, elles se justifient en disant que Julien Bayou, finalement, était froid, il ne lui répondait pas. Alors, Julien Bayou, c'est qui? C'est un mec, d'accord? Et comme beaucoup de mecs, il a été éduqué comme ça. Et quand on est un mec, depuis tout petit, on nous apprend que si on parle, on est une grosse merde. Hein. Si on exprime nos sentiments, on est faible, on est une grosse merde. Ça fait que ça a tendance, et c'est chiant, hein, je dis pas, hein, ça fait que ça a tendance dans les couples hétérosexuels ou homosexuels entre hommes, ça fait que y a beaucoup de mecs qui vont se terrer dans un silence. Hein, et qui vont pas être capables de parler de leurs sentiments, de parler de l'état de leurs relations, de leur couple, etc. Alors, c'est chiant, hein, c'est chiant pour les mecs, c'est chiant pour les femmes qui sortent avec des mecs. Hein. Bon, faut être honnête aussi, ça a quand même un certain avantage, hein, parce que quand on ne dit rien, on reste dans l'ambiguïté. Quand on est ambigu, hein, c'est quand même dans l'intérêt de la personne qui est ambiguë. Hein. Donc c'est quand même... Il y a un intérêt pour Julien Bayou, mais pour autant, c'est pas de la violence psychologique, hein, et c'est pas une raison pour se mettre en colère, en fait. Je vois pas mal de témoignages de femmes qui vont se dire victimes de violences psychologiques de la part de leur mari, par exemple, et quand on regarde, en fait, tout ce qu'elles disent, c'est que des fois, j'ai envie de lui parler, et lui, il ne me répond pas. Et ça m'énerve et je suis victime de violence. Non, ça, c'est pas de la violence, en fait. Hein. C'est chiant, c'est désagréable, mais c'est pas une violence psychologique. Hein.
si vous voulez sortir avec un mec qui prend le temps de vous écouter, d'être clair sur la relation, qui n'est pas, qui cherche pas à être ambigu, qui vous parle, qui vous écoute, qui est compréhensif, sortez avec une femme. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Le confinement réveille ses traumatismes. L'un des événements les plus traumatisants, attention, hein, l'un des événements les plus traumatisants de sa relation a eu lieu au printemps 2020. Quelques années auparavant, en 2017, Agathe travaillait en prison et avait subi une altercation tellement violente avec un détenu radicalisé qu'elle avait cru mourir ce jour-là. Ok, donc on apprend que elle a subi une agression, hein, et qu'elle a subi un trauma en fait. Hein. Ok. Aucun rapport avec Bayou. Hein. Ok. Avant le confinement, elle a été retrouvée sur les réseaux sociaux par un djihadiste. Elle redoutait qu'il s'agisse de l'homme qui l'avait agressée à l'époque. Encore aucun rapport avec Julien Bayou. Hein. Complètement paniquée, elle chercha à fuir Paris. Une amie, Florence, lui prêta sa maison. Julien Bayou demanda à Agathe qu'un couple d'amis vienne se confiner avec eux. Alors qu'ils étaient réunis, elle apprit que la femme était l'une des survivantes du Bataclan. Le traumatisme de cette dernière faisait écho à celui d'Agathe, qui se sentit dès lors incapable de sortir de sa chambre. Elle se heurta à l'indifférence de Bayou, qui, d'après lui dit avoir oublié qu'elle avait besoin de fuir le sujet. Il me dit que puisque c'était fait, il fallait que ça me glisse dessus, raconte Agathe. Alors, donc ça c'est censé être l'événement le plus traumatisant de sa relation. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont confinés avec un couple et il s'avère que la femme de ce couple est une victime du Bataclan. D'accord ? Et donc le fait que cette femme soit une victime de terrorisme a réveillé, a trigger finalement, hein, le traumatisme d'Agathe. Ok. Quel est le rapport avec Bayou ? Hein ? Et il y est pour rien, lui, qu'elle ait été agressée par un détenu radicalisé, hein, il y est pour rien, et que la présence d'une autre femme victime de terrorisme la trigger, finalement. Hein. Je rappelle que le traumatisme implique le trigger. Le trigger, c'est quoi ? C'est quand un événement non violent va déclencher une crise, va rappeler la violence réelle du traumatisme. Typiquement, bah, ça va être le vétéran de la guerre qui flippe parce qu'un pneu éclate. Mais le pneu qui éclate, c'est pas vraiment une violence. D'accord ? Bon, là, on est dans cette situation-là où Agathe est trigger par la présence d'une autre femme victime de terrorisme. Et d'après elle, d'après Agathe, il faudrait finalement que le monde tourne autour d'elle et s'adapte à son traumatisme. Ça, c'est antithérapeutique. Là, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, et comme le dit Julien Bayou, alors il a sûrement manqué de tact, hein, mais il n'est pas psychothérapeute, Bayou non plus, hein, il fallait que ça me glisse dessus, hein, et donc en effet, c'est vrai que il faudrait qu'elle vive en fait avec ça, et qu'elle ne demande pas au monde de s'adapter à elle, et de fuir, c'est ce qu'elle veut, hein, elle veut fuir tout ce qui peut réveiller son traumatisme, mais ça c'est antithérapeutique. Une thérapie du trauma, ça consiste à accepter son trauma et ça consiste à apprendre à faire la différence entre la vraie violence et le trigger. Et en l'occurrence, qu'elle soit trigger par la présence d'une autre femme, victime de terrorisme, ce n'est pas une vraie violence. Et on n'a pas à s'adapter à elle, en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire absolument aucun effort, hein, mais bon, là, en l'occurrence, bah, Julien Bayou, qu'est-ce qu'il pouvait faire, en fait ? Il n'a pas tort. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Est-ce qu'il devait dire à son ami, bah écoute, tu vas partir de la maison parce que ta présence dérange Agathe, parce que tu es une victime de terrorisme et ça la met mal à l'aise. C'est ça qu'il aurait fallu faire? C'était ça la solution? Ça me paraît pas très raisonnable. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si Agathe là se sent mal, c'est la faute aux djihadistes qui l'a menacé sur Internet, c'est la faute aux détenus radicalisés qui l'a agressé en prison, c'est-à-dire la source, hein, et pas les conséquences. Julien Bayou n'est pas responsable des conséquences de son agression. Mais on comprend ici qu'il en est tenu pour responsable, il devient responsable, hein, des conséquences de son agression. À l'époque, Agathe ne pouvait pas quitter cette maison, mes revenus étaient ridicules comparés à ceux des trois autres, j'étais la seule sans permis, j'étais coincé, je ne voyais pas pourquoi j'aurais dû, moi, quitter une maison que Florence m'avait prêtée alors que je cherchais à fuir Paris. Oui, d'accord.
C'est vrai, mais je vois pas non plus pourquoi une femme victime de terrorisme ne devrait pas voir Julien Bayou au prétexte que elle, ça la met mal à l'aise d'être en présence d'une victime de terrorisme. Il y a un moment, faut s'adapter en fait. Ça vaut pour tout le monde là, hein, cet argument. Un autre événement a bouleversé la jeune femme. Durant les élections régionales de 2021, Julien Bayou a demandé à Agathe, son avis sur son site internet de campagne. Okay. Elle a ouvert la page et découvert parmi les soutiens le nom d'un homme qui l'aurait violée quelques années auparavant. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a dit qu'il avait vu, oui, mais qu'il avait visiblement oublié d'enlever le nom. Je lui ai demandé d'écrire à cet homme pour lui dire qu'il ne voulait pas de son soutien, mais il a refusé. J'étais sidéré. Comment pouvait-il avoir oublié une chose pareille? Pourquoi n'avait-il pas vérifié plutôt que de prendre le risque de me violenter? J'en suis venu à me demander s'il ne faisait pas exprès de me faire revivre mes traumatismes. Je rappelle que le principe du traumatisme, c'est de vivre comme étant une violence des événements qui n'en sont pas. D'accord? Donc là, elle est juste en train de réaliser qu'elle est trigger. Mais ça, c'est pas la faute à Julien Bayou, ça c'est la faute au trauma. C'est la faute à son traumatisme à elle. Pour Agathe, il était désormais clair qu'il s'agissait de faux oublis, tels que présentés par la psychiatre Marie-France Irigoyen dans son livre Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, comme caractéristique des violences psychologiques. La psychologue qui suit Agathe depuis janvier 2022 et qui est spécialisée en neuropsychologie et psychotraumatologie confirme avoir son conjoint qui oublie le nom de notre violeur. Comment est-il possible de faire une bourde pareille? Ces comportements ne peuvent être balayés sous cette excuse de l'oubli, ce sont des violences psychologiques. Alors, la psychologue là en question, elle suit Agathe, mais elle ne suit pas Julien Bayou. D'accord. Donc elle ne peut pas se prononcer sur sa psychologie à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les accusations de violence psychologique reposent sur le fait que Julien Bayou aurait fait exprès d'oublier le nom du violeur présumé d'Agathe. Donc ça suffit à l'accuser de violence psychologique. Ok. La théorie, c'est qu'il aurait fait exprès d'oublier. D'accord? Alors, je ne dis pas que les faux oublis, ça n'existe pas, mais ça me paraît un peu gros, et ça ne me paraît pas être l'explication la plus simple. Parce que si c'est vrai, il aurait fait exprès de faire semblant d'avoir oublié le nom de son violeur, mais dans les faits, là, c'est lui qui a donné à Agathe le moyen, en regardant le site, le moyen de voir que le nom de son violeur est présent sur le site. Donc, c'est lui-même, Julien Bayou, qui aurait donné à Agathe le moyen de se rendre compte qu'il se fout de sa gueule. C'est un peu con de sa part. Peut-être qu'on a une explication plus simple et plus cohérente, c'est que juste il a pas fait gaffe. Peut-être qu'il juste n'a pas vu le nom. Peut-être qu'il a vraiment oublié. Peut-être qu'il a pas vu le nom et puis il n'a pas fait gaffe et puis il prétend qu'il a oublié alors que en fait non, ça peut être un faux oubli mais pour cacher juste qu'il n'a pas fait gaffe. Ça peut être ça. Tout comme ça peut être aussi le fait qu'il ne la prend pas bien au sérieux. Peut-être que son viol présumé là, peut-être qu'il n'a pas pris au sérieux et que donc le nom de son violeur il n'a pas pris au sérieux aussi. C'est possible aussi. Nous, on n'en sait rien, là, de son histoire de viol. On ne sait pas de quoi elle parle, en fait. Donc, l'argument consistant à dire que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très important pour elle, pas pour lui. Donc, il peut tout à fait oublier un événement qui n'est pas important pour lui. De là à l'accuser comme ça de violence psychologique, tout ça juste parce qu'il a oublié un nom. Alors que c'est lui qui a fait en sorte qu'elle se rende compte qu'il y a le nom du violeur sur le site, tout ça, ça tient pas. Et c'est un peu léger pour accuser quelqu'un de violence psychologique juste parce qu'il a oublié un nom. Il y a un moment, faut se calmer un peu, faut se détendre. Agathe est sortie de cette relation très abîmée psychologiquement. Ses symptômes correspondent à de nombreux critères d'un état de stress post-traumatique, assure sa psychologue. D'accord. Donc là, on fait un lien entre sa relation et son traumatisme, comme s'il y avait un rapport entre les deux. Alors que je rappelle qu'elle a été menacée par un djihadiste sur Internet et agressée par un autre en prison. C'est peut-être ça la cause de son état psychologique. C'est peut-être à cause de ça, en fait, et pas à cause de Bayou.
Hein? Peut-être. La jeune femme souffre de comportements dissociants qui s'accompagnent de conduites auto-agressives, lesquelles ont commencé quelques mois avant sa rupture. Dans des moments d'angoisse très forts, elle se fait du mal en se frappant la tête. C'est le seul moyen de faire disjoncter son cerveau émotionnel pour produire des hormones qui l'anesthésient et qui lui permettent de supporter la douleur psychique. Poursuit sa psychologue. Ah oui, quand même. Elle me paraît pas super fiable. Pardon, hein, mais bon, moi je me dis quelqu'un qui souffre au point de chercher à se faire souffrir physiquement pour oublier la douleur psychique, c'est peut-être pas quelqu'un de super fiable, en fait. Hein, et peut-être donc quand elle dit il joue avec ma mémoire, etc. Bon, c'est peut-être elle qui est pas très stable là. Hein. Hein, on a quand même une personne traumatisée qui est dépressive, qui a subi deux agressions et potentiellement un viol sans aucun rapport avec Julien Bayou. Hein. Donc, quelqu'un qui va pas bien, peut-être que tout ça, c'est pas la faute à Bayou, en fait. Hein? Peut-être. Et ça, c'est un truc assez fréquent que des personnes qui ont subi des malheurs vont rendre responsables d'autres personnes que les vrais responsables de leur malheur. Il y a eu un cas assez connu d'erreur judiciaire, hein, où il y a un homme, Farid, comme par hasard, qui a été accusé à tort de viol par une jeune femme, et 20 ans plus tard, la jeune fille au moment des faits, a reconnu avoir menti et en fait avoir été agressée d'un viol incestueux par quelqu'un d'autre. Bon, ici, il me paraît assez clair qu'on a une personne qui est victime de véritables violences. Hein, voilà, bon, il y a un viol présumé derrière, ça on n'en sait pas trop. Il y a une agression, il y a des menaces qui l'ont rendu très sensible, très fragile, pour ne pas dire complètement instable. Mais c'est Julien Bayou qui en est tenu pour responsable. Il est tenu pour responsable des conséquences d'autres violences qu'elle a subies. Alors que lui, il est pour rien. La fausse couche et l'impossible deuil. À l'automne 2021, Agathe est tombée enceinte, mais a fait une fausse couche avant d'avoir eu le temps de l'annoncer à son compagnon. Elle ne lui a rien dit sur le moment. J'avais peur qu'il m'en veuille et surtout qu'il minimise ma souffrance comme il le faisait à chaque fois. Alors j'ai géré toute seule, convaincue que ce serait moins violent que s'il me refusait son aide. Mais la jeune femme allait très mal et Julien Bayou finit par la quitter par un message sur WhatsApp fin novembre. Un mois plus tard, alors qu'ils étaient séparés, Julien Bayou invitait sur Twitter sa communauté à prendre soin de leurs proches. Atterrée, elle lui annonça sa fausse couche, avant de réclamer un petit rituel pour le bébé. Il me semble que c'est une emmerdeuse. Il a mis plusieurs mois à accéder à sa requête. Je souffrais atrocement, je l'ai relancé. Je cherchais à lui expliquer en quoi c'était important pour moi. Il promettait, puis me disait qu'il fallait que je respecte ses limites, qu'on n'était plus ensemble. Ce qui est vrai. Alors je culpabilisais. Il dit qu'il n'avait pas compris que j'avais mal expliqué les choses. C'était une torture psychologique. J'avais pourtant pas l'impression de demander la lune, je voulais juste poser un acte, quel qu'il soit, pour pouvoir enfin faire mon deuil de ce bébé. Julien Bayou a fini par se joindre à elle pour un rituel d'adieu. Alors, je suppose qu'il y a des gens qui vont dire que je suis un connard, hein, mais c'est une emmerdeuse. Hein. Alors oui, elle souffre, ok, très bien, mais la souffrance ne justifie pas tout. Hein. Parce que là, elle fait une fausse couche, ok, bon. Elle ne le dit pas à Julien Bayou, il la quitte, et là, elle lui demande de faire un rituel symbolique pour le bébé de la fausse couche. Bon. N'est-ce pas, peut-être, il me semble, c'est mon ressenti, hein, il me semble que c'est un moyen pour elle de garder un contact avec lui en dépit de la rupture. Ça me paraît même assez évident. Sinon, pourquoi elle a changé d'avis? Pourquoi, quand ils sont ensemble, elle ne lui dit pas? Et quand ils ne sont plus ensemble, là, ça devient important qu'il s'en occupe. Alexis, qui a passé 6 ans en couple avec Agathe, confirme qu'avant de rencontrer Julien Bayou, elle était une jeune femme très solaire et joyeuse, de ces personnes qui aiment sauter dans les flaques et qui ont gardé leur côté enfantin. C'est la personne la plus résiliente que j'ai rencontrée dans ma vie. Qu'elle soit ainsi montre que des choses violentes lui sont arrivées. C'est pas de sa faute à Bayou. Avant de rencontrer Julien Bayou, elle allait très bien, et puis après, elle allait très mal. Ouais, mais entre-temps, elle a été menacée par un djihadiste, elle a été agressée par un autre.
pas de la faute à Bayou, ça. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, lui? Concrètement, en fait? Non, c'est bon, là, c'est bon, les liens de cause à effet qui n'ont absolument aucun sens. Julien Bayou lui avoua fréquenter 5 à 10 autres femmes sans forcément se protéger. C'est pas bien. Agathe se réfugia en pleurs chez des amis qui lui conseillèrent de faire rapidement des tests et de ne plus le voir. Mais Julien Bayou dit croire qu'il était en relation libre, évoquant la mort de sa mère, décédée alors qu'il était jeune. Il m'expliqua que cela avait créé chez lui une peur de l'abandon, puis a fondu en larmes. Il me dit que j'allais l'abandonner comme elle, explique Agathe. Et je me suis retrouvé à promettre que non, ce ne serait pas mon cas. La mort de sa mère est un épisode qui revient souvent dans les témoignages des femmes que nous avons interrogées. Les sociologues spécialistes des violences conjugales Pierre, Guillaume, Prigent et Gwenola Sueur parlent d'un chantage affectif basé notamment sur le décès de sa mère. Alors, le chat. Ça va le chat? Ouais. Oui. Alors, au niveau de cette accusation de chantage psychologique, les deux personnes qui font preuve ici d'arguments d'autorité sont sociologues. Et moi, il me semble que le chantage affectif, c'est de la discipline de la psychologie. D'accord? Des sociologues ne sont pas en mesure, en tout cas pas plus que n'importe qui, de donner leur avis si une situation est du chantage psychologique et du chantage affectif ou non, d'une part. Là, c'est la deuxième fois, tout à l'heure c'était avec la psychologue d'Agathe, hein, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve avec un argument d'autorité qui n'a pas sa place. Maintenant, est-ce bien du chantage? Bon. Moi je dirais que oui quand même. Hein. Il est en train d'après Agathe, hein, d'après ce qu'on nous dit là, hein, si c'est vrai, il fait comprendre à Agathe que en raison de la mort de sa mère, il a peur d'être abandonné et que donc, si on l'abandonne, il va souffrir particulièrement. Bon, moi ça me touche personnellement, hein, comme chantage affectif, hein, parce que j'ai connu une femme qui faisait ça et en effet, elle se servait de sa phobie de l'abandon, elle appelait ça sa phobie de l'abandon, des fois c'était sa peur de l'abandon. Et oui, quand vous avez quelqu'un qui vous dit, qui vous fait clairement comprendre que si tu me quittes, si tu m'abandonnes, et plus généralement si tu me dis non, hein, si tu te refuses à moi, etc., je vais particulièrement souffrir. Si tu m'abandonnes, je vais particulièrement souffrir. C'est difficile de la quitter. Hein, et comme ça, on se retrouve avec une relation qui dure bien trop longtemps. Hein, et le jour où on la quitte, elle devient violente et agressive, hein, et elle se met à raconter plein de vilaines choses fausses. Hein. Donc j'ai connu une femme comme ça, donc ça me touche personnellement. Hein. Donc en effet, c'est du chantage affectif. Bon, c'est pas bien. C'est pas bien de la part de Julien Bayou de faire ça. Après, bon, il s'en rend peut-être pas bien compte non plus. Hein. C'est pas forcément fait exprès un manipulateur. C'est peut-être vrai que, bon, bah ouais, il est... on verra après qu'il a tendance à multiplier les conquêtes, hein, et peut-être que voilà, il pense plus ou moins inconsciemment hein, que multiplier les femmes, ça permet de combler un manque affectif chez lui. Bon, oh, ça fait pas de lui un monstre non plus. Hein. Après, c'est pas bien, hein, mais bon, le chantage affectif de ce niveau-là, j'ai des problèmes. Donc, faut être sympa avec moi. Bon, à peu près tout le monde fait ça. Hein. C'est très commun, hein, ce genre de chantage affectif, au final. Hein, tout le monde va, avec plus ou moins de bonne foi, hein, tout le monde va plus ou moins se servir de ses problèmes pour justifier ses comportements. Hein. Et des fois, des fois c'est pas très approprié, des fois c'est un peu excessif. Et là, je crois que oui, bon, Julien Bayou, il abuse peut-être un peu. Hein. C'est pas une violence conjugale. Hein, parce que là, on fait appel à des sociologues spécialistes des violences conjugales. Bon, s'il n'y a que ça, c'est tout ce qu'on a sur lui, c'est un chantage affectif, parce qu'il voilà, il a tendance un peu à se servir de la mort de sa mère pour multiplier les conquêtes. Voilà, c'est pas bien, mais c'est pas non plus de la violence conjugale. Hein, ça fait de lui un type voilà, un peu nul, mais bon, on n'est pas sur de la violence psychologique non plus. Hein, ça ne mérite pas de faire un article de presse et de le balancer sur Internet comme ça, quoi. Hein. Agathe n'est pas la première femme à s'être inquiétée de relations sexuelles non protégées que Julien Bayou a avec d'autres femmes. L'une des femmes que Reporter a interrogées se croyait également en relation exclusive et avait arrêté de se protéger. Ce n'était pas clair qu'il couchait avec d'autres femmes. Elle a contracté une IST, etc., etc.
En avril 2022, Agathe a fait une première tentative de suicide après avoir appris que des militantes s'inquiétaient pour les nouvelles fréquentations de Julien Bayou. Quel est le rapport? Quel est le lien de cause à effet? Peu après, la porte de l'immeuble de celui-ci a été taguée. Julien Bayou, t'habites, c'est un égout à MST. Ouais. Donc elles sont quand même allées l'agresser jusque chez lui, quoi. C'est... Dans un article de Libération, on apprend, là aussi, il y a des militantes féministes qui se sont organisées entre elles contre Julien Bayou pour recueillir des témoignages de femmes afin de lui nuire, de voir si Julien Bayou c'est un type bien ou pas, quoi, hein, mais bon, plutôt dans le but de montrer que c'est pas le cas. Et donc, on peut supposer que ces femmes se sont aussi trouvées légitimes à aller taguer des injures sur ses organes génitaux, hein, devant la porte de l'immeuble de Julien Bayou. Alors, imaginez qu'une femme politique se retrouve avec un tag devant chez elle avec écrit Sandrine. Imaginons qu'elle s'appelle Sandrine. Sandrine, ta chatte, c'est un garage à bites. Est-ce que ce serait bien légitime? Est-ce que ce serait bien raisonnable? Même si c'est vrai, que la chatte à Sandrine, c'est un garage à bites, est-ce que pour autant, c'est une bonne raison pour aller taguer ses murs comme ça? Non. Donc là, on est quand même dans des méthodes de merde, hein, qui relèvent de l'agression, hein, du harcèlement, parce que quand on se met à taguer les murs des gens, on ne se contente pas que de ça, hein, il y a sûrement d'autres choses derrière. Donc on est de l'ordre de l'agression, du harcèlement, avec la prétention de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc là, on n'est plus sur des violences sexistes, hein, on n'est plus dans la lutte contre le patriarcat, on est dans la lutte contre les MST, ce qui est une juste cause aussi, mais c'est pas non plus le sujet, en fait. Hein. Savoir ce que fait Julien Bayou avec sa bite et est-ce qu'il se protège ou pas, c'est pas mon problème, si vous voulez. Hein. Voilà. Ce que font les hommes politiques et les femmes politiques de leurs organes génitaux, je pense pas que ça soit un sujet, si vous voulez. Hein. Même s'ils le font mal, je trouve que ça devient assez puritain, en fait. Hein. C'est la police des mœurs, là. Hein. Alors, c'est pas bien, hein, de pas être clair avec ses partenaires sur leur relation, savoir si elle est exclusive ou non, de coucher avec plusieurs femmes sans se protéger. C'est pas bien. Voilà, mais c'est pas un sujet. En fait, et c'est certainement pas des violences psychologiques ou des violences sexistes, ça n'a rien à faire là. Le 30 juin 2022, Agathe fait une seconde tentative de suicide après avoir envoyé une lettre à plusieurs membres d'Europe Écologie Les Verts dans laquelle elle faisait part de sa volonté de mourir pour protéger les autres. Pour que quelqu'un se décide à poser les questions, écouter les réponses, ne pas nous isoler, nous, et l'éloigner des lieux de pouvoir et de militance. Alors, on remarquera que dans sa relation avec Agathe, on n'a vu aucun rapport avec le militantisme politique, aucun rapport avec sa position au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Oh, hein, c'était pas du tout un sujet, aucun rapport, d'accord? Mais elle en fait un rapport, on ne sait pas pourquoi. Ce soir-là, la militante féministe Caroline de Haas a échangé des messages avec Fatima Benomar, autre militante féministe. Toutes les deux connaissent bien Agathe. À 22h, Fatima m'a demandé d'appeler les pompiers car Agathe avait avalé sa boîte d'antidépresseurs. Précise Caroline de Haas. Je l'ai alors appelée vers 22h10 et je lui ai parlé jusqu'à l'arrivée des pompiers. Elle venait d'apprendre quelque chose et elle était en totale crise de panique. Le lendemain, Caroline de Haas a reçu un courriel envoyé par Julien Bayou à plusieurs personnes, dont Jeanne, son ex-compagne. Il écrivait... Julien Bayou écrivait « J'ai immédiatement prévenu les pompiers et les voisines, elle est entre de bonnes mains, elle a été emmenée consciente à l'hôpital pour des analyses. » Reporter a contacté les voisins qui confirment avoir été appelés par Julien Bayou le soir de la tentative de suicide. Donc là ce qu'on apprend, c'est que Julien Bayou a pris de bonnes décisions, hein, il s'est occupé de la situation comme d'autres. D'accord ? Agathe, qui a subi un lavage d'estomac et a passé une semaine à l'hôpital, y voit une tentative de minimiser son acte. Quel acte? Très en colère, elle a envoyé un courriel dans lequel elle écrit « Je vais m'arranger pour que tu sois mis hors d'état de nuire. Tu as oublié qui j'étais, mais puisque je ne suis pas morte, ne t'inquiète pas, ou plutôt inquiète-toi, je vais revenir en force, la chute va être douloureuse. » Alors ça, ce sont des menaces. Hein. Donc Agathe a envoyé une lettre de menace à Julien Bayou.
en étant mélodramatique. Hein. Le truc du « tu as oublié qui j'étais », non, mais vous êtes sortis 2 ou 3 ans ensemble et vu comment tu avais l'air casse-couille, non, il t'a pas oublié. Hein. Donc on est dans le mélodrame, on est dans l'exagération. Hein. J'ai connu aussi une femme comme ça. Ah, tu as oublié qui j'étais. Ah, tu m'as déjà oublié. Enfin, c'est bon, c'est bon. Ben non, c'est quand tu m'emmerdes depuis des semaines. Non, je t'ai pas oublié. Hein. Il n'empêche que c'est également le courriel de Julien Bayou qui a convaincu Jeanne de témoigner dans cette enquête. Lorsque je l'ai reçu, j'ai demandé à Fatima qui avait géré la tentative de suicide d'Agathe. Elle m'a répondu « Moi et Caroline de Haas ». J'ai alors réalisé la monstruosité... Ah oui, oui d'accord. Qui avait géré la tentative de suicide? C'est moi, Fatima et Caroline de Haas. J'ai alors réalisé la monstruosité de l'affaire, instrumentaliser la tentative de suicide de quelqu'un pour se faire passer pour héros. Ce n'est pas juste préserver son image dans une rupture, là c'est carrément dégueulasse, il y a vraiment quelque chose de machiavélique, estime Jeanne. Waouh. Alors le mec, tout ce qu'il a fait, c'est... Hein, il a envoyé un courrier à plusieurs personnes, il a prévenu les pompiers et les voisines de la tentative de suicide d'Agathe. Et donc, c'est tout. Et donc, d'après Jeanne, ça serait de l'instrumentalisation machiavélique. C'est violent. Hein. Le procès d'intention, là, il est violent. Hein. Ça serait de l'instrumentalisation de sa tentative de suicide pour se faire passer pour quelqu'un de bien, alors que tout ce qu'il a fait, c'est juste envoyer un mail. Et ça devient une instrumentalisation et une instrumentalisation machiavélique. On lui laisse rien passer, le mec. Hein. On lui laisse rien passer. Tout ce qu'il peut faire est déformé à l'extrême pour en faire un procès d'intention. En sachant que Jeanne, donc, ici, c'est une ex, encore une, de Julien Bayou. Hein. Jeanne a rencontré Julien Bayou en 2015 dans un cadre professionnel. Elle avait 25 ans et était alors étudiante juriste. Il était déjà élu régional, avait 35 ans, etc., etc., etc. Donc ils sortent ensemble et elle le surprit en train d'embrasser une autre femme, Claire, durant une soirée organisée au logement qu'ils avaient loué avec d'autres militants. Niant d'abord en bloc, il lui promit ensuite que c'était la dernière fois. Quelques mois plus tard, alors que le souvenir était encore douloureux, Julien Bayou intégra Claire à son équipe de campagne des législatives de 2017. Jeanne, qui travaillait aussi bénévolement sur la campagne, le supplia de ne pas le faire. C'était une espèce de torture psychologique permanente pour moi de me souvenir de sa trahison et surtout de savoir qu'en fait, ils avaient sûrement eu encore une histoire. Je lui ai dit que cette situation n'était pas tenable. Il m'a répondu que j'étais folle, excessive et paranoïaque. Une pression d'autant plus difficile à supporter qu'elle s'impliquait à 200% dans la campagne. Cette situation entretenait un état de fébrilité chez moi dont il était parfaitement conscient. Ça t'en sait rien. Je n'en dormais plus, il me poussait à des extrêmes, émotionnellement parlant. À l'été 2018, durant une soirée, elle surprit Julien Bayou en train de draguer ostensiblement une autre femme en sa présence et devant tous leurs amis. Bon, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils se tiennent un peu quand même. Hein. Ce fut l'humiliation de trop. Jeanne songea à se séparer, mais peinait à franchir le pas. En le quittant, j'avais peur de devenir une paria chez les Verts, d'être blacklisté. Je devais choisir entre continuer à subir cette souffrance émotionnelle ou perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé ces dernières années, passer dans son ombre, à écrire les recours et soutenir ses campagnes. Donc elle avait peur que si elle le quitte, elle avait peur d'être isolée, d'être exclue des Verts. D'accord? Sur quoi elle se repose? Pour dire ça, on ne sait pas. C'est juste c'est son scénario à elle, hein, qui ne se repose sur rien de concret, d'une part. D'autre part, 2 paragraphes plus haut, elle reprochait à Julien Bayou d'avoir intégré Claire dans son équipe de campagne. D'accord? Donc d'un côté, elle voudrait que voilà, si Julien Bayou la trompe avec une autre femme, il faudrait que cette autre femme soit exclue des Verts. Hein, mais par contre, elle ne veut pas le quitter parce qu'elle a peur d'être exclue. Exclure les autres, ça va pas l'air de la déranger, par contre. Hein. Elle veut pas que Julien Bayou intègre une autre femme dans son équipe de campagne. Hein. Donc, l'exclusion, la peur de l'exclusion, c'est quand ça l'arrange un peu, hein, Jeanne. Hein. Là, il y a un paragraphe où elle parle, voilà, elle travaillait pour lui, hein, nous mélangions le travail et les sentiments, voilà. Bon. Et d'après elle, c'était voilà, de l'exploitation. D'après elle, hein, d'après Jeanne, il aurait bien profité de son travail. Ce qui est l'impression qui est juste assez commune quand on mélange le travail et les sentiments. Hein, c'est sûr que si tu travailles pour ton mec, tu vas plus te donner que si tu travailles pour ton patron. C'est sûr. Hein. Est-ce que pour autant c'est de l'exploitation? Hein. Ça peut l'être, hein, mais pas forcément.
parce que il y a aussi de bons côtés à travailler pour son mec qui va être beaucoup plus conciliant, je pense, que travailler pour ton patron. Hein. C'est pas systématique, hein, mais il peut y avoir des abus, comme il peut y avoir quand même un intérêt à bosser, à travailler en couple. Hein. Il y a plein de gens qui travaillent en couple. La relation entre Jeanne et Julien Bayou s'est forgée sur une inégalité dans leur relation, estiment les chercheurs Gouéno Lassueur et Pierre-Guillaume Prigent. Il exploite le travail de militantes, au pluriel, qui sont d'autant plus isolées, au pluriel, que leur travail n'est pas reconnu et approprié par Bayou. Si elles le quittent, au pluriel, elles savent, au pluriel, qu'elles seront encore plus isolées, au pluriel. Par contre, Julien Bayou n'aura pas de mal à trouver d'autres conquêtes. Alors, on a un témoignage de une femme qui s'estime victime d'exploitation, victime d'invisibilisation. Notons qu'elle est plus jeune que lui, hein, et que donc qu'il soit mieux placé sur la scène politique que lui, c'est normal parce qu'il était là avant elle, au fond. Hein, donc qu'il ne soit pas à égalité par rapport au travail, en même temps c'est lui le boss, normal, hein, mais surtout à partir d'un cas, un témoignage, une femme qui témoigne que d'après elle, il aurait bien profité de son travail, on en fait une généralité. Ça devient au pluriel. C'est quoi c'est quoi ce travail de merde, en fait? C'est-à-dire, tu as un cas, tu peux pas en faire une généralité. Jeanne et Julien Bayou ont fini par rompre en 2018, mais au lieu de se sentir soulagée, la jeune femme plongea dans une profonde dépression. C'était la descente aux enfers, je ne mangeais plus, je passais mes journées à pleurer de manière frénétique et je me disais que j'aimerais bien que ça s'arrête, car je savais que je ne savais pas si je réussirais à remonter la pente. Oui, c'est des fois les... C'est pas de sa faute, hein, à Bayou, ça. Je veux dire, ouais, t'as une relation qui se termine, tu fais une dépression, tu vis mal, ouais, mais bon. Moi, j'ai déjà fait une dépression hein, suite à une rupture. Je l'ai mal vécu, mais je suis pas allé faire chier la meuf en lui disant que c'était de sa faute et en l'affichant sur Internet en disant que si je vais mal, c'est de sa faute. Il y a un moment, j'ai pris sur moi et je me suis réfugié dans l'alcool et les drogues. Voilà, ce qui était un bon plan. Très bon plan. À l'époque, son père l'appelait plusieurs heures par jour pour l'aider à voir le bout du tunnel. J'avais peur qu'elle fasse une tentative de suicide, dit son père, d'autant plus que Julien Bayou lui envoyait sans cesse des messages qui la faisaient replonger. Il lui avait demandé de partir, en même temps il voulait la garder. C'était très destructeur, on ne peut pas recontacter une personne pour lui donner rendez-vous et redonner ainsi espoir à son partenaire. C'est vrai, c'est vrai. Tout comme on ne devrait pas se servir de sa fausse couche pour garder contact avec son ex aussi. Hein, c'est... hein? Donc ce qu'on reproche à Julien Bayou, il y a un moment, on ne peut pas non plus lui reprocher de faire quelque chose et ne pas voir quand il en est lui-même victime. Hein? Après cet épisode, Jeanne a eu du mal à continuer à s'investir dans le parti écologiste, dégoûté. De nombreux cadres, hommes et femmes, connaissent depuis des années le cas de Julien Bayou et ne réalisent pas à quel point c'est extrêmement important de mettre en place des garde-fous qui permettent à ceux qui ont un pouvoir et une emprise sur les autres de ne pas les manipuler et d'en obtenir des faveurs sexuelles. C'est une affaire grave dans un parti qui, de facto, ne permet pas aux femmes de militer sereinement. Des faveurs sexuelles, vous êtes sortis ensemble. C'est pas obtenir des faveurs sexuelles. Vous êtes sortis ensemble. C'est pas de la manipulation. C'est... Quand Darmanin se sert de son poste pour obtenir du cul en échange d'un service, ça, c'est de la manipulation, ça, c'est se servir de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. Sortir avec une femme, une autre militante, quand tu es militant politique, c'est pas de la manipulation, c'est pas obtenir des faveurs sexuelles. Faut se calmer. Ensuite, ça parle de Claire, une autre de ses conquêtes. Hein. Elle se sentit flattée qu'il lui écrive en privé, car il était alors porte-parole du parti et simple militante. Elle décida dans la foulée de prendre sa carte au parti et de participer à l'effort de transformation promis par Bayou, qu'elle jugeait inspirant et loin des stéréotypes des hommes politiques traditionnels, avec ses cheveux ébouriffés, son jean et sa jeunesse. On sent la meuf mature. Hein. Non, mais il a des cheveux ébouriffés, il a un jean et il est jeune. Ah, il change des clichés. Hein. Non, mais ça, c'est avec ça, elle aurait voté pour Macron aussi. Hein. Ils avaient 10 ans d'écart et Julien Bayou était à l'époque en couple avec Jeanne, ce qui ne l'empêcha pas de draguer ouvertement Claire, jusqu'à cette soirée militante qu'il passa à la draguer, l'embrassant par surprise face à Jeanne.
Ce geste m'a à la fois sidéré et m'a rassuré, précise Claire. Je n'étais pas folle. Il y avait bien une ambiguïté latente entre nous depuis plusieurs mois. Dans ce contexte de séduction, je n'ai pas perçu cela comme une agression sexuelle. Puis il est venu s'excuser 2 jours plus tard. Ça veut dire quoi, ça? Je n'ai pas perçu ça comme une agression sexuelle. Ça veut dire que c'en était une ou non? Pourquoi dire ça? Parce que comme elle le dit, il y avait un contexte de séduction, une ambiguïté latente entre eux. Donc ouais, c'est... Embrasser par surprise, ça veut dire quoi juste? Il ne lui a pas demandé avant, hein, mais vu qu'il y a un contexte, c'était convenu entre eux en fait, tacitement. Qu'est-ce que le sujet de l'agression sexuelle vient faire là? Quelques mois plus tard, on lui proposa de prendre un poste à responsabilité dans la campagne des législatives de 2017. Elle était assez novice en politique et s'étonna de cette offre. Me nommer à ce poste où j'étais sans cesse en rapport avec lui, c'était peut-être aussi un moyen d'avoir une influence énorme sur moi et de développer une certaine emprise. Peut-être. C'est... Peut-être. Qu'est-ce que... On a quand même des accusations qui sont lourdes, qui reposent sur que dalle. Sur que dalle. Claire finit quand même par accepter et demanda alors un rendez-vous avec Julien Bayou pour définir les contours de leur future collaboration. J'ai alors eu l'impression de subir un interrogatoire étrange, pas du tout professionnel. Il m'a demandé si je voulais des enfants, si je faisais du sport. Quand il a compris que je ne voulais pas d'enfants, j'ai pensé qu'il me classait dans la catégorie potentiel plan cul. Enfin, ça c'est... J'ai pensé que... ouais, bah t'as le droit de penser ce que tu veux, toi, mais c'est pas... Qu'est-ce que ça aussi, c'est quoi cette remarque? J'ai pensé que... Je me suis imaginé j'ai pensé qu'il pensait des choses. Waouh! C'est bon, là, les analyses à base de télépathie, c'est bon. Pour Claire, Julien Bayou est simplement un homme misogyne. Pour lui, les femmes sont des objets à posséder, que ce soit pour le sexe ou pour le travail, parfois les deux en même temps. De façade, il a l'air très déconstruit. Mais en fait, il méprise les femmes et le cache très bien. Ouais, enfin, c'est surtout son problème. Il a tendance à multiplier les conquêtes, à pas être très respectueux, c'est sûr, de ses partenaires, hein, avec des infidélités et baiser sans capote. Hein. Mais bon, là, c'est pas de la lutte contre la misogynie, là. Hein. Là, c'est de la police des mœurs. D'autres femmes nuancent les accusations. Nous avons contacté d'autres ex-compagnes de Julien Bayou afin de savoir si elles avaient également été victimes de certaines violences. Je mets le « également ». C'est... Moi, j'ai pas vu de violence, là. Hein. C'est... Hein, il y a du manque de respect, il y a... ouais, c'est sûr qu'il a tendance à courir les meufs et à pas être très respectueux, à les tromper, tout ça, mais bon, c'est pas des violences sexistes et psychologiques, ça. Hein. Julie a eu une relation suivie d'1 an avec lui qu'elle pensait exclusive. Elle assure n'avoir jamais été humiliée ou sous emprise. Au contraire, il l'a complimentait souvent. Cependant, elle déplore en même temps un comportement de connard. Oui, ça d'accord. C'est quelqu'un qui est fuyant, qui met des heures à répondre aux textos. Il avait une personnalité évitante, impossible de lui faire le moindre reproche, il fallait qu'on le flatte. J'avais l'impression que mes besoins essentiels n'étaient pas du tout pris en compte, que je me sentais en insécurité, car il était toujours en train de draguer n'importe quelle nana. Mais pour moi, cela relève plus du privé que du politique. En effet. Cette femme a également été la compagne de Julien Bayou pendant 1 an et demi. Elle assure n'avoir jamais subi d'emprise ou de violence psychologique, mais constate plutôt une grande lâcheté de sa part. Il ne supporte pas d'être seul et passe de conquête en conquête. Dans une relation stable, dès qu'il y a un petit problème, au lieu d'y faire face, il va voir ailleurs. Mais pour moi, ce n'est pas de la violence psychologique. Si ce comportement qu'elle estime immature peut sans doute blesser certaines femmes, il n'est, selon elle, pas prémédité. Bien sûr, il a la réputation tout à fait justifiée d'être séducteur, d'avoir de nombreuses conquêtes et de tromper ses compagnes, mais cela n'en fait pas pour autant quelqu'un de mauvais ou une proie à abattre médiatiquement. Elle est déjà plus raisonnable, Sophie. Dans l'idéal, on attendrait un respect de la parole des hommes qui se revendiquent féministes, mais j'ai constaté plus globalement dans le milieu militant que les hommes qui se disent féministes dans le discours ne le sont pas toujours dans leur comportement. Oui, bah c'est les femmes aussi. Hein. Parce que bon, l'autre là, Jeanne, qui veut exclure Claire du parti, hein, qui veut briser sa carrière, finalement, hein, qui veut qu'elle ne fasse pas partie de la campagne parce que Julien Bayou l'a trompée avec elle. Est-ce bien féministe, ça? Puis bon, quand on en vient à accuser un homme de violence psychologique parce qu'il a oublié un nom, c'est le niveau
le niveau des règles à respecter est quand même suffisamment haut pour que personne ne puisse les respecter, hein. Sophie n'est pas la seule à soutenir Julien Bayou. D'autres femmes que nous avons contactées lui apportent leur soutien, comme Margot Leduc-Leroy. Je connais Julien depuis 12 ans. Sur les séparations, ce n'est peut-être pas l'homme le plus courageux de la Terre, mais des violences psychologiques, vraiment, cela ne colle pas avec le Julien que je connais. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de tels faits. Bien sûr, c'est un dragueur, mais cela n'a rien d'illégal. Même constat chez Marianne Saou, également camarade de l'époque de Jeudi Noir. Je n'ai jamais vu un comportement problématique de sa part. Toutes les compagnes que je lui ai connues avaient l'air plutôt contentes. Il plaisait beaucoup, je lui ai connu plusieurs relations, mais je n'ai jamais eu de retour concernant une rupture qui se serait mal passée. Quelques semaines plus tard, elle échangea également avec Jeanne, une autre ex-compagne qui lui raconta son expérience. J'en étais malade, ce que je pouvais ressentir depuis le début s'est traduit dans des choses plus graves. Je pense que cela correspond à son ascension politique, car il y a une forme d'ébriété liée au pouvoir. On est sur la psychologie de comptoir. Mais ce qui me met encore plus en colère dans cette histoire, c'est qu'il fait du féminisme un étendard, c'est insupportable. Donc là, le coup classique, citer un mec qui est pas respectueux, mais tu te prétends pas féministe, ça va, c'est bon. Donc on est sur les accusations d'hypocrisie, et donc on est sur l'ordre de les accusations de pureté morale, hein. Elle pose alors la question de l'éthique en politique. Peut-être que cette affaire traduit une évolution sociétale, où il ne serait plus acceptable qu'un homme, surtout féministe, puisse commettre des violences psychologiques sur ses compagnes au point de les conduire au suicide. On n'a eu aucun rapport entre les tentatives de suicide et Julien Bayou, hein. La meuf qui a fait 2 tentatives de suicide, c'est également une femme qui, a priori, a été victime de viol, était victime de menaces par un djihadiste et d'une agression par un détenu radicalisé, hein, d'accord? Donc peut-être que si elle va mal, c'est à cause de ça et c'est pas à cause de Julien Bayou. Peut-être, hein. Pour Hélène Debost, écoféministe, conseillère départementale de la Sarthe, qui a aussi eu une histoire avec Julien Bayou, avec qui il n'a pas couché. Cela fait 10 ans que le scénario se répète systématiquement. Il sort avec des femmes qui se ressemblent, souvent plus jeunes que lui, très intelligentes, équilibrées, plutôt discrètes. Elles se font toutes larguer comme des merdes, il les laisse au bord du gouffre. Oh, non, on a eu... Il y a d'autres femmes qui ne sont pas d'accord avec ça, hein. Donc, vous voyez, les commentaires, les témoignages qui le critiquent, c'est... on est très virulent, on est dans l'excès, dans la généralité. Il les largue toutes comme des merdes, il les laisse au bord du gouffre. Alors que les témoignages qui le soutiennent, c'est ouais, bon, ça va, ça va. Bon, à partir du moment qu'il y a des femmes qui l'ont connu et qui disent que ouais, non, ça s'est bien passé, ok, il n'est pas super fiable, mais c'est un gars bien, hein. Et qu'il y en a d'autres qui disent non, toutes les femmes, il les laisse toutes au bord du gouffre, c'est le deuxième témoignage qui a tort, en fait, hein. Il ne sait pas être dans l'exclusivité amoureuse, mais n'en prévient ni ses compagnes, ni ses maîtresses occasionnelles. Certes, ce n'est pas pénalement répréhensible, mais son statut d'homme politique qui monte lui donne une aura plus grande et lui facilite l'accès à des aventures courtes avec de jeunes militantes, en même temps qu'il a des relations plus longues avec des jeunes femmes qui l'abîment durablement. Enfin, l'enquête se termine là. Donc, finalement, c'est quoi le problème, en fait, avec Bayou? Parce que niveau... on n'a aucune accusation de violence sexuelle déjà, ça c'est clair. Et tout ce qu'on a, tout ce qui est qualifié de violence psychologique, ça serait quoi? Ça serait, il a oublié un nom, et on lui fait un procès d'intention comme quoi ça serait fait exprès, mais en même temps c'est lui qui a donné le moyen de se rendre compte qu'il fait exprès, ce qui est quand même assez absurde, hein. Et oui, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, du chantage affectif. Ok, il a tendance à... ça c'est revenu plusieurs fois, il a tendance à se servir du décès de sa mère pour se présenter comme un homme qui souffre et qui a des problèmes, a une peur de l'abandon. Bon, ouais, c'est pas bien, mais... et puis le reste, c'est quoi? Ah, il couche avec trop de femmes, il se protège pas, il va pas forcément les avertir. Bon, c'est pas bien, mais... c'est la vie privée, là, hein. C'est de la vie privée, et c'est pas des violences psychologiques. On voit aussi que Julien Bayou a quand même été agressé, il a été menacé par Agathe. Agathe, on va en parler. Agathe l'a quand même menacé et le rend responsable de ses malheurs, alors que
C'est une femme qui a été victime d'agression par un détenu radicalisé, qui a été menacée par un djihadiste, et qui, tout ça, ça ne l'a pas rendue super stable, et elle rend Julien Bayou responsable de ses malheurs, alors qu'il n'y a aucun lien de cause à effet. C'est donc une femme traumatisée qui est en train d'être trigger, hein, et de considérer comme une violence des choses qui n'en sont pas. Julien Bayou est tenu pour responsable des conséquences de violences qu'a subi une femme, alors qu'il n'y a aucun rapport, lui, il n'a aucun rapport avec ces violences. Là, ce que je considère, c'est notamment par rapport à Agathe, qui est voilà, celle qui est la plus mise en avant. Hein. Quand Sandrine Rousseau parle d'une femme qui a fait 2 tentatives de suicide, bon, elle parle d'Agathe, et on nous explique, voilà, on nous fait croire qu'il y aurait un lien de cause à effet entre Julien Bayou et les tentatives de suicide, mais il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Julien Bayou, là, bon, c'est un type qui a tendance à courir les jupons, on va dire ça comme ça. Bon, forcément, quand tu connais... quand tu as connu des dizaines de femmes, 50, 100 femmes, il y a un moment, tu vas tomber sur 2-3 emmerdeuses. Tu vas tomber sur des femmes qui vont être un peu moins stables que d'autres. Et là, moi, je pense qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Hein? Alors, ça ne retire rien au fait que il devrait peut-être un peu retenir sa bite et être un peu plus honnête avec ses partenaires, les avertir que voilà, si on couche ensemble, je vais coucher avec d'autres en même temps. Hein. Ça, il pourrait le dire, mais bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Une femme qui n'est absolument pas stable, qui n'est absolument pas fiable, parce qu'elle est victime d'autres choses qui n'ont pas de rapport avec Bayou, mais il en est tenu pour responsable. C'est complètement hallucinant de voir qu'il n'y a pas de lien de cause à effet qui est réalisé entre les violences qu'elle a subies et son état psychologique. Non, on va faire un lien de cause à effet entre Julien Bayou et son état psychologique, ce qui n'a aucun sens. Julien Bayou est quand même dans cette situation, il est victime hein, aussi de la situation. C'est pas parce que, ouais, ok, il couche un peu trop et pas très bien, que pour autant il n'est pas victime, parce qu'on voit qu'il y a des femmes, des militantes politiques qui sont quand même allées taguer jusque chez lui pour parler de sa bite. Hein. Ta bite, c'est un égout à MST, taguer devant chez lui, ça c'est une agression. C'est une agression, c'est pas des choses à faire. Hein. Sans parler, évidemment, du fait que, étant donné que tout ça, ça a été déballé dans la presse en présentant Julien Bayou comme un homme responsable de violences psychologiques sur des femmes, il a été victime de harcèlement. Hein. Il y a plein... il y a des gens qui vont dire, par exemple, qu'il tape sa femme. Si on regarde sur son compte Twitter, on va voir des commentaires de gens qui n'ont rien de féministe, hein, qui vont l'accuser de violences psychologiques, qui vont dire qu'il devrait quitter la politique, hein, alors que ce n'est pas des gens de droite, il y a des macronistes, il y a des gens de droite et d'extrême droite qui sont quand même bien contents à l'idée qu'un homme politique de gauche soit exclu, soit cancel hein, de la scène politique, hein, en l'accusant, voilà, il est accusé carrément de taper sa femme, alors qu'il n'y a rien de tel, hein, donc ça va être complètement déformé. Sandrine Rousseau a beaucoup mis en avant cette affaire, et notamment le témoignage d'Agathe, hein, en faisant un lien entre ces tentatives de suicide, un lien malhonnête, hein, entre ces tentatives de suicide et Julien Bayou, comme si Julien Bayou en était responsable, alors que pas du tout. Ça peut faire réfléchir sur hein, le dogme de la parole des victimes qu'il faut absolument croire. Agathe est victime, hein. Agathe est une victime, mais pas de Julien Bayou. Et remettre en question la parole des victimes, c'est une bonne chose, parce que les victimes peuvent se tromper. Agathe croit que Julien Bayou est responsable de son état psychologique, alors que le responsable de son état psychologique, c'est le détenu qui l'a agressé, c'est le djihadiste qui l'a menacé. Hein. Ça peut être aussi le mec qui l'a violé, et lui, bon, lui, on ne sait pas du tout qui c'est, on n'en sait rien. Lui, on s'en fout, par contre. C'est pas du tout un sujet là par contre. Hein. Et donc la Agathe est une victime, mais une victime qui se trompe, hein, qui se trompe de coupable. Ce genre de sujet, moi, ça me fait cogiter, en raison aussi de mon expérience, sur le fait d'avoir des relations avec des femmes
des femmes fragiles finalement, hein, parce que là, Julien Bayou, il est sorti avec une femme qui a clairement des fragilités, qui a clairement un trauma sans qu'il en soit responsable, et Julien Bayou est tenu pour responsable des conséquences de violences qu'elle a subies par le passé, alors qu'il n'a aucun rapport avec ces violences. Hein, et ça signifie quoi? Ça signifie que si on sort avec une personne fragile, traumatisée, ça peut être aussi une personne handicapée, etc., on va être tenu pour responsable de sa situation si jamais ça se passe mal. Si jamais elle décide qu'on est responsable de tous ces malheurs, alors on devient responsable de tous ces malheurs, même s'il n'y a aucun lien de cause à effet. Finalement, le résultat, c'est que le meilleur plan, c'est que les femmes qui ont des fragilités, il faudra les fuir, en fait. Parce que si Julien Bayou n'était pas sorti avec Agathe, là, ça serait pas sorti tout ça. Hein. Ça serait resté, il serait resté, il serait emmerdé par voilà, les militantes féministes qui vont taguer devant chez lui en parlant de sa bite, hein, mais ça aurait pas fait la une, parce que ça serait resté de la vie privée. Là, il est tombé sur une femme qui en raison de ses fragilités psychologiques, elle a fait 2 tentatives de suicide, et le tient pour responsable lui, en le menaçant. Donc ouais, il est tombé sur la mauvaise personne, ce qui peut se comprendre, parce qu'il a l'air quand même de multiplier les conquêtes, et forcément, quand tu commences à sortir avec 50 femmes, 100 femmes, il y a bien un moment où tu vas tomber sur une emmerdeuse. Au moins une. Hein. Moi, je dirais plutôt 20%. Hein, d'expérience personnelle, c'est 20% de chance de tomber sur une emmerdeuse. N'empêche, bon, multiplier les conquêtes, c'est pas sans respect, je veux dire, en soi, multiplier les conquêtes, c'est pas un problème, hein, mais ne pas être clair sur la relation avec vos partenaires. En général, la plupart des gens vont croire que quand on est en couple, ça va être un couple exclusif. Hein, donc, mais lui, il dit pas que c'est le contraire, il dit pas non. Donc, il dit pas que c'est pas le cas, ça c'est pas bien. Donc, soyez clair quand même sur vos relations et mettez la capote. Voilà. Mais bon, ça encore une fois, c'est de l'ordre de la vie privée et ça n'a rien à faire étalé sur la place publique. Voilà. Sur ce. Vous me direz ce que vous en pensez de cette histoire qui est terminée, je pense. Hein. Je pense pas qu'il y aurait grand-chose qui ressortira maintenant. Allez, dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. C'est quoi ce bruit? Ta 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 ta.